Donc c'est quand le mal devient maladie. Propos sur la dictologie. Alors évidemment je suis très très reconnaissant à Didier Sicard de m'avoir invité à partager ses travaux et à réfléchir sur l'œuvre de Paul Ricoeur qui m'était absolument inconnu. C'est très étrange. Le professeur Didier Sicard et moi-même nous nous sommes rencontrés autour de Maurice Blanchot. C'est un auteur absolument obscur et encore plus obscur pour n'importe quel médecin qui ne connaît absolument pas son nom. Vous ne m'entendez pas? D'accord. En fait, c'est donc autour de l'œuvre où j'en suis. C'est autour de l'œuvre de Maurice Blanchot qui conditionne ma pratique, plutôt c'est ma lecture de Maurice Blanchot qui constitue le fondement même de mon interprétation de la clinique. En m'invitant aujourd'hui et en m'orientant vers l'immense travail de Ricoeur, Didier Sicard m'a fait comprendre que non seulement mon ignorance était grave, mais plus encore que la meilleure façon de théoriser mon exercice ne pouvait se faire que par Ricoeur, par ses concepts et ses outils. Ce que je pense en avoir saisi en me plongeant dans cette œuvre, c'est qu'à la manière de M. Jourdain, les addictologues pratiquaient du Ricoeur sans le savoir, mais aussi que toute la philosophie du soin respectait cet immense apport à l'éthique et à l'exercice médical. On peut se demander pourquoi Ricoeur n'est pas convoqué, cité, étudié et échappe aux quelques médecins qui réfléchissent sur leur pratique. Mais ce qui est certain, c'est que la dictologie représente un modèle très innovant et très ricoeurien de la médecine. La dictologie propose comme principe thérapeutique un dessaisissement de la seule approche médicale pour un accompagnement pluridisciplinaire et au-delà de cet accompagnement, invite, incite, oblige à modifier ses représentations, ses interprétations, ses identifications, et plus encore les us et coutumes, en observant et en interrogeant toute notre société, d'autant plus société de consommation et de spectacle, sur ce qu'elle génère et provoque. Et pour agir et pour répondre aux souffrances, cette spécialité d'un genre nouveau exige prévention, accueil, respect, bienveillance, et par là réflexion sur les valeurs, le bien commun, la communauté, et ce que communément désormais nous sommes appelés à redéfinir le vivre ensemble. Définir ainsi le bon, le mauvais, le bien, le mal, le normal, le pathologique, le moral, la morale. L'alcoolisme est certainement une figure du mal. Drame, violence, suicide, inceste, viol, déchirement, séparation, divorce, démence, mort, on peut difficilement faire pire. Mal pur. Mal commis, mal subi, atteinte à la personne, à l'intégrité, honte, culpabilité, remords, peine, imploration, tout le registre du mal s'y décline. Responsable de 70% des meurtres, 70% des viols et impliqué dans 80% des suicides, l'alcool produit, selon le rapport de l'OMS 2014, la première cause de mortalité dans le monde, plus que les infections, les violences et les accidents, et provoque plus de 200 maladies. Et pourtant, Paul Ricoeur n'a pas été au cœur des débats dans les temps d'intense réflexion de la Société française d'alcoolologie quand en 1990, elle réunissait qu'une petite centaine de médecins quasi clandestinement dans la salle du Val-de-Grâce. Cette société était alors absolument passionnante. On y croisait des psychiatres, des médecins militaires, des psychanalystes, des sociologues, des ethnologues, des philosophes, des historiens. On y apprenait que l'homme n'avait jamais bu d'eau, tant il en avait peur, que l'alcool était le ferment de toute civilisation, que le vin était la première trace archéologique de l'Égypte ancienne, que l'alcool avait été nommé par les Arabes le kol. On réfléchissait sur les dieux antiques de Dionysos à Pater Libris. Personne alors ne pouvait imaginer le développement fulgurant qu'allait prendre ce qui n'était pas encore une spécialité, tant les médecins qui la pratiquaient étaient extrêmement mal considérés par leurs confrères et par le monde médical, sans parler de ceux qui osaient aider les toxicomanes. Et pourtant, quelle richesse conceptuelle, quelle rencontre, quel humanisme se dégageait de ces rencontres. De Ricoeur, cependant, pas un mot. Je crois comprendre pourquoi, j'y reviendrai. En 1990, donc, je défendais auprès de cette société que la transplantation hépatique était le traitement de la maladie d'alcool. Quand en 1987, notre service des pathologies à Montpellier a annoncé dans les congrès que nous allions transplanter les cirrhotiques alcooliques, nous déclenchions dans la salle rires, quolibets, insultes, sifflements. C'était pas facile. Il faut dire que la fin de vie que nous vivions des cirrhotiques n'était pas très facile. Nous faisions à l'époque des dérivations porto-caves, nous posions des sondes œsophagiennes et déclenchions des comas hépatiques.
Mais quand même, comment un réanimateur peut-il dire dans la même phrase qu'on retrouve dans 3 films d'Almodovar, votre fils, votre conjoint, votre proche va mourir, permettez-vous qu'on le prélève s'il sait que c'est pour un alcoolique. Un alcoolique impossible. Impossible donc, un alcoolique, lui qui a pris tant de plaisir à se détruire lui-même, qui laisse un champ de ruines derrière lui, et qui de toute façon reboira, qui est irrécupérable, menteur, épave, déchet, monstre. Et pourtant, par l'autorité d'un homme, je cite ici Henri Michel, notre chef de service, nous l'avons fait. Il faut dire qu'il était fils de viticulteur. Et pourtant, nous avons insisté, et pourtant, nous avons démontré que non seulement c'était une indication, une bonne indication, mais la meilleure des indications. Dans ma série de 1989 à 1992, aucun patient n'a reconsommé. Et donc, la transplantation hépatique était un traitement de l'alcoolisme. Vous comprendrez pourquoi dans mes conclusions. Le ministère de la Santé nous a alors demandé un rapport sur la prévalence de l'alcoolisme dans les hôpitaux. Je mettrai 2 ans à le faire tant que je ne croyais pas moi-même aux résultats. La plus grande difficulté était quasi indépassable. Comment établir la prévalence d'une maladie dont les critères de diagnostic n'étaient pas définis? Il fallait avant tout définir l'alcoolisme. C'est alors que nous avons commencé à comprendre, à notre totale stupéfaction, que l'alcoolisme n'existait pas. Le concept d'alcoolisme est apparu à la fin du XIXe siècle dans une Suède luthérienne et a tout de suite été défini comme vice. La seule issue soutenue par les associations jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale a été l'intimation à la conversion. En termes plus contemporains, on pourrait dire que le seul traitement de substitution de l'alcool, c'est Dieu. Croix bleue, 1980, protestant, Genève. Croix d'or, 1920, catholique, France. Alcoolique anonyme, 1930, USA. Alors, en quoi l'alcoolisme serait une question médicale? Pourquoi les médecins le prendraient-ils en charge? Dans les services, les alcooliques étaient non seulement pas traités, mais honnis, rejetés, soumis à l'opprobre et au dégoût. L'alcoolisme n'était jamais abordé dans les études que par les détours de ses complications. Lie de la société, pervers, monstre, ou pour Freud, qui évoque peu les addictions, onaniste. Jusqu'à la transplantation, en fait, car c'est Thomas Starzl, le pape de la transplantation à Pittsburgh, qui en 1983, avec l'arrivée de la cyclosporine, a pu énoncer ce qui allait constituer l'émergence de notre spécialité. Alcoholism is not a vice, but a disease. Le mal devenait maladie, et les médecins sommaient d'intervenir. Au XIXe siècle, l'alcoolisme était une tare, l'espérance de vie était limitée, l'alcoolisation précoce, la syphilis et la tuberculose tuaient aussi sûrement. Dostoïevski publiait Les frères Karamazov, Sola Germinal, et Korsakov décrivait la démence précoce, première maladie reliée spécifiquement à l'alcool. Au XXe siècle, l'alcoolisme était donc un vice. Au XXIe siècle, il devient une maladie. Mais quelle maladie? Les formes cliniques sont extrêmement diverses. Enfants, adolescents, hommes, femmes, seniors, comorbidité psychiatrique, co-intoxication, imposant de détruire la représentation de l'alcoolique et que vous avez tous de l'alcoolique. Les critères de diagnostic ont donc été définis et dans ce rapport qui allait constituer la référence pour la politique de santé et le développement des structures de soins, le professeur Balmès, qui crée en 1994 le premier service d'alcoolologie dans un CHU, et moi-même montrions, après beaucoup de vérifications, que 20% des patients hospitalisés chaque jour dans un hôpital général étaient malades d'alcool. Tous les jours, quel que soit le service de spécialité, 10% des femmes et 30% des hommes qui y rentrent sont des malades d'alcool. Seuls 7% sont diagnostiqués. L'ampleur du phénomène est donc considérable puisque 10% de la population française est atteinte de ce qu'on appelle depuis cette année, 2015, un trouble de l'usage de l'alcool, ce qui veut donc dire que toute notre société en pâtit et qu'aucun membre de cette assemblée n'en est indemne. Parents, enfants, proches, amis. Nous sommes en 2015, dans les critères du diagnostic que je n'ai pas le temps de développer ici, l'interrogatoire doit faire apparaître la notion de déni. Déni qui n'est pas une dénégation. Ce déni
auquel tous les professionnels sont confrontés est en fait fascinant et relève de l'intime. Mais le pire des dénis, le plus cruel, le plus conséquent de tous les dénis, est et reste encore le déni médical. Les médecins ne repèrent pas, ne diagnostiquent pas, n'orientent pas, ce qui en dit long sur notre responsabilité collective, sur le meurtre organisé, je n'ai pas peur des mots, de toute une génération d'adolescents soumis au binge drinking, et sur notre incapacité à dépasser une représentation, ainsi que l'insuffisance de nos formations. L'alcool est dans le monde la plus grande arme de destruction massive. Après les Indiens d'Amérique, les Amazoniens, il est en train de décimer les Inuits, comme il détruit les Réunionnais et les villes et nos campagnes. Mais avançons. Alors, mal commis, mal subi, alors mal devenu maladie, oui, enfin. Enfin, presque, car voyez-vous comment George W. Bush a été sauvé par Dieu de l'alcoolisme, comment cette rédemption l'a conduit au pouvoir, et comment au nom du Christ Sauveur, il a pu définir l'axe du bien et l'axe du mal. Il devient donc urgent de réfléchir collectivement, et je commence à le comprendre, réfléchir avec rigueur pour comprendre et rigueur pour agir. Comme je le disais, la SFA était extrêmement foisonnante, riche, passionnante. En 1990, les psychanalystes avaient encore droit de citer et de s'exprimer. Vous pouvez cependant comprendre que Ricoeur n'était pas évoqué. De 1992 à 1902, je fréquentais moi-même l'école doctorale de psychopathologie clinique et orientation psychanalytique. L'herméneutique en était exclue, passé de mode, vieilli. Hors jeu, dirais-je. Sans doute pour de bonnes et de mauvaises raisons. La seule question était et reste celle de la jouissance. La honte en est son revers et sa manifestation, tant il est vrai que l'homme manifeste plus ses manquements que ses fantasmes, nous disait Freud. Cependant, comment éluder la question de l'herméneutique et comment ne pas définir une herméneutique primordiale, car la jouissance, cet obscur objet du désir, ne se crée-t-elle pas par l'interprétation, soulignons-le, l'interprétation de l'enfant du désir de l'autre, non pas comme énoncé du discours, mais sa cause. Mais pour l'heure, out la psychanalyse du champ de la Société française de dictologie. En 1990, les philosophes avaient leur mot à dire, et leur référence était plutôt à Bataille et à Artaud, voire Artaud. Michaud aussi, c'est bien, la connaissance par les gouffres, c'est beau, le Michaud. Et le débat, finalement, reprenait celui de la fameuse discussion sur le péché de mars 1944 entre Bataille et Danielou, que je vous invite tous à lire. Péché versus pécheur, le mal devant être absous et le pécheur rédempté. La peccabilité de Kierkegaard définissant l'espèce humaine, le mal n'est-il pas le propre de l'homme? D'ailleurs, les patients qui s'en sortent me disent tout le temps impeccable. C'est toujours rire. Je peux comprendre que Ricoeur n'ait pas été convoqué dans nos débats. Car comme il était dit à l'époque, Dieu nous a fait prendre beaucoup de retard. Désormais, la Société française d'addictologie n'est plus constituée que de médecins, plus de débats autres que des sciences cognitives et de neurosciences. Nous devrions être des émetteurs et le patient un récepteur. Nous devrions pratiquer des entretiens motivationnels, des interventions courtes et ne répondre qu'au système de renforcement de plaisir qui s'altère dans les systèmes limbiques et de l'amygdale. Dans ces préambules sur l'alcoolisme, devenu maladie d'alcool à partir de la transplantation hépatique, je pourrais aussi développer la toxicomanie, devenue maladie à partir du sida et de l'hépatite C. Ce n'est que par le mal que le médecin connaît le monde. Il ne faut pas lui demander ce qu'est la santé. Malgré l'incongruité d'évoquer désormais la pensée et la métapsychologie en addictologie, il faut noter beaucoup d'avancées. L'alcoolologie s'est transformée en 2000 en addictologie et a réussi à se distinguer de la psychiatrie. Une des grandes découvertes a été de comprendre que si 50% des malades psychiatriques avaient un problème d'alcool, le dual diagnosis, 80% des malades d'alcool n'ont absolument aucune maladie psychiatrique. Une fois établi le concept de maladie, des critères de diagnostic et le discours médical, les addictologues ont bien dû se poser la question de la guérison. Si le mal était maladie, qu'est-ce que la guérison?
Une fois établis les principes du soin, la question devenait donc, doit-on intervenir? Quand intervenir? Pourquoi intervenir? Les psychiatres ont averti, pour les plus chevronnés, la principale préoccupation est de savoir respecter la consommation, alertant qu'en voulant faire du bien, nous déclenchions des difficultés parfois insurmontables et que l'alcoolisation peut être un phénomène d'auto-guérison. Et surtout qu'un sevrage, qu'un traitement mal indiqué crée toutes les conditions du suicide. La sémiologie s'est donc développée pour arriver en 2015 dans la DSM-5 au concept de trouble de l'usage de l'alcool. Si nous disons que 10% de la population présente un trouble, nous avons à définir les usages excessifs, les usages à risque et les usages nocifs. C'est ainsi que parmi les 6 millions de personnes ayant ce trouble, 2 millions sont malades, et s'ils sont malades, l'ambition du soin n'est plus la réduction du risque, mais l'abstinence pour un temps tout au moins. Pour être alcoologue, il faudrait lire. Lire avant tout les Bacchantes de Répit. Lire la tirade du portier dans Macbeth. Lire le marchand de Venise, qui définit les addictions. Lire Au-dessous du volcan, et lire plus récemment L'ivresse de Jean-Luc Nancy. Parfait. Mais surtout, il nous faut écouter. Il faut aller à la rencontre des anciens malades et de leurs familles. C'est ainsi qu'en tout cas, moi, j'ai appris mon métier dans les groupes de parole. Après cette petite introduction, c'est maintenant qu'il nous faut écouter Ricoeur. Mais reprenons. S'il y a maladie, il y a guérison. Mais de quoi guérit-on? Peuvent-ils reconsommer? Certainement pas pour les malades. Peuvent-ils diminuer? Certainement pas pour ceux qui ont des organes digestifs ou neurologiques atteints, car les toutes petites doses sont extraordinairement nocives. Il n'y a pas de possibilité, en fait, de distinguer la maladie de la dépression. Même symptômes, réveil nocturne, asthénie matinale, anédonie. Mais surtout, ce qui est immédiat, c'est que le sujet perd absolument toute possibilité d'altérité. L'autre n'est plus qu'un moi modifié, et que la seule rencontre désirée, c'est moi. Tout le principe thérapeutique est donc de retrouver le sens de l'autre, le goût de l'autre, et de reprendre le risque de l'autre. Distinguer l'ipséité de l'altérité. Alors comment ne pas s'appuyer sur les textes de Ricoeur? Comment croire alors qu'une seule molécule puisse, comme une hostie, libérer de l'emprise? Comment, pour ce faire, ne pas développer tout un système de soins prenant en compte la globalité de l'approche médicale, biologique, sociale, psychologique, éducative et j'ajoute esthétique? Pour prétendre traiter, il faut une équipe pluridisciplinaire dans laquelle aucun professionnel n'est prévalent. Se dessaisir de la relation singulière médecin-malade et apprécier l'ensemble des difficultés, rencontrer les proches, accepter la temporalité et organiser le suivi sur un minimum d'1 an. L'épreuve thérapeutique est absolument redoutable. Les résultats sont extrêmement enthousiasmants. 60% de réussite, d'amélioration. Et à ce prix, et qu'à ce prix de cette organisation globale. Retrouver l'estime de soi, abdiquer de la toute-puissance, redéfinir le plaisir, dont on sait depuis les philosophes antiques, Propépra Freud, sur l'idée de Fechner, que sa finalité, c'est plutôt l'anticipation du plaisir qui est plaisir. Ce n'est pas le plaisir pour lui-même, mais la représentation de l'action à accomplir et ses conséquences qui sont plaisir. Retrouver la temporalité et les rythmes, sortir de la nuit, retrouver un rapport éthique à l'autre, tout en s'en protégeant. C'est ainsi que la pensée et les textes de Ricoeur redeviennent indispensables. C'est ainsi qu'après sa mise à l'écart, il va devenir le penseur essentiel du soin et de la modernité. Soi-même comme un autre, mais un autre radicalement autre, un autre, pas un ego altéré, un autre qui ouvre l'espace de la rencontre et du désir. Quant à l'herméneutique, son avenir est devant elle. Sous nos yeux se développe donc la dictologie dont chacun d'entre vous avait une interprétation. L'alcool reste et restera pour longtemps un mystère insondable. Car tel le soleil et la mort, nul ne peut le regarder en face. Il s'échappe, il s'échappe. Ses bienfaits sont à la hauteur de ses méfaits, pharmacone parfait, poison et remède. Je ne peux pas m'intervenir. Mais quand même sur la jouissance, je pense qu'il faut qu'on remette l'herméneutique au centre du débat, car une fois de plus, comment l'enfant interprète-t-il le désir de l'autre?
Mais c'est surtout par Ricoeur que nous comprenons ce que j'ai essayé de décrire devant vous. C'est que l'alcoolologie est un texte qui se déploie maintenant devant nous, et qu'il relève donc d'une herméneutique. C'est un texte, il a un genre médical, c'est un discours polymorphe constitué de littérature, de médecine, de sciences humaines et sociales qui constituent son monde. Et puis alors réellement commence la distanciation qui m'oblige à me connaître, mais pas facile, à me savoir addict ou non, repérer les souffrances induites ou commises pour m'approprier le discours et être légitime pour pratiquer avec ma propre subjectivité. Et puis cette constitution de soi, concept encore pour moi assez problématique quand je lis ça, je m'inquiète un peu cette histoire. Mais comme il a été dit, la dictologie nous concerne tous. Car si l'on veut réellement arrêter le massacre, si l'on veut intervenir sur ses proches, sur notre entourage, sur une société, il faut que chacun d'entre nous agisse et soit plus clair avec lui-même. Introjection, disait-on à l'époque. Ce qui tend à nous faire conclure avec Ricoeur qu'en entendant ce discours, en réfléchissant sur vous-même, sur vos représentations, vos projections, vous êtes tous devenus ici même addictologues. Mais je ne voudrais pas conclure sans vous avoir prévenu de notre ambition de faire du bien, ambition qui pourrait peut-être que participer au mal si nous ne prenons garde. Parler, intervenir, dialoguer, certes, mais en n'oubliant pas ce que dit Kafka, le dialogue est un moyen du mal. C'est donc le mal qui voudrait nous attirer dans le dialogue avec lui. Nous nous entretenons avec le mal pour le réduire ou pour le maîtriser. Mais cet entretien est déjà le mal, ajoute Maurice Blanchot, auquel décidément je ne pouvais pas ne pas lui donner le dernier mot. Merci.